Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture, une émission que j'ai le plaisir d'être et de présenter accompagnée avec Nathanaël. Nathanaël, Bonjour. salut. Bonjour. Comment tu te sens? Bien, bien. Bien, Oui. on a justement un programme riche et varié à vous présenter et réparti en deux parties. Une première musicale avec le COV, ses jeunes talents, mais aussi l'orchestre d'Acapo. Et ensuite, on filera direction le château de Prangin avec ses deux expositions, le Suisse et WordPress Photo. Retenez bien ces deux dates à Rolle, le samedi 16 novembre et à Nyon, le dimanche 17 novembre. Et surtout, ouvrez grand vos oreilles, puisque c'est un moment d'exception que vous propose pour la 4e fois l'orchestre de chambre d'Acapo. Il s'associe avec les jeunes solistes du Conservatoire de l'Ouest vaudois, Morges et Nyon. Nos deux invités sont là pour nous en parler. Marie-Hélène Piotet, directrice du COV. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Justin Stoyan, musicien soliste. Bonjour à vous également. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marie-Hélène, on va commencer cette discussion avec vous. Qu'est-ce que vous nous préparez pour ces deux concerts? Alors, on vous prépare un programme très varié. Il y aura 7 interventions d'élèves du conservatoire qui vont jouer chacun un mouvement de concerto. Alors, il y aura des pianistes, il y aura une flûte traversière, flûte à bec, clarinette. Et tous ces élèves ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir présenter en fait leur programme. J'ai oublié, il y a encore une clarinettiste pour arriver à 7. Donc ces élèves ont préparé un mouvement qu'ils ont répété avec l'orchestre d'Acapo et c'est un challenge extraordinaire pour un élève de l'âge de Justin, puisqu'ils ont à peu près tous son âge, de présenter en fait un concerto avec orchestre. Même des fois les professionnels n'ont pas cette chance de jouer avec orchestre. C'est donc une énorme source de motivation pour les élèves, j'imagine. Comment est-ce que vous gérez, j'ai envie de dire, j'imagine, l'anticipation, le stress? Comment vous gérez tout ça? D'abord par la préparation qui doit être faite en amont. On doit s'assurer que les élèves ont le temps de bien préparer les pièces. Ensuite, les professeurs qui motivent leurs élèves et qui les suivent extrêmement bien par des répétitions avec l'orchestre d'Acapo. Et puis enfin par les concerts. Alors les concerts, ce sera source sûrement de trac, parce qu'il y a quand même un défi à relever, mais le trac, des fois, c'est aussi porteur, c'est-à-dire que ça pousse les enfants et les adolescents plus loin. Nathanaël, justement, à quelques jours du concert, comment est-ce que tu te sens? Moi, c'est Justin. Attends. Justin, voilà, Nathanaël, il est à côté de moi, je vais m'en mêler les pinceaux aujourd'hui. Justin. Je suis prêt, j'ai déjà fait une répétition il y a une semaine et puis j'aurai encore une répétition avant les deux dates qui seront proposées ce week-end et oui, je me sens tout à fait prêt. Justement, c'est Nathanaël qui a une question pour Justin. Oui, alors, quel instrument est-ce que tu joues? Je joue du piano D'accord. au sein du Conservatoire de l'Ouest vaudois et Marie-Hélène en est ma directrice et ma prof aussi. Le piano, c'était un choix dès le départ. Comment est-ce que tu es tombé amoureux du piano? À la base, c'était ma sœur qui jouait du piano, moi je jouais de la guitare et puis j'ai voulu changer au piano et puis j'ai découvert tout de suite, ça a été mon talent et du coup depuis je continue dans cet instrument. Une autre question peut-être, Nathanaël? Oui, alors, le solfège, comment tu trouves difficile ou comment? Non, le solfège, je trouve ça plutôt simple, j'ai assez de facilité là-dedans. Marie-Hélène, ça peut paraître surprenant. On sait que parfois, cette partie solfège est un petit peu plus fastidieuse pour les élèves et il faut s'accrocher. Alors le solfège n'est pas obligatoire au sein du conservatoire, mais on l'encourage vivement parce que ça donne un apport vraiment utile et indispensable aux études musicales. Et les élèves souvent crochent avec le solfège parce qu'ils se rendent compte que ça apporte ce que le professeur d'instrument n'a pas le temps de leur expliquer, ça leur donne des connaissances théoriques et musicales. Alors c'est vrai que c'est peut-être fastidieux, au départ, mais après c'est très utile pour progresser dans l'instrument. Je crois que tous les élèves qui se présentent à concerto samedi et dimanche font du solfège. Justin va nous présenter une pièce de Bach. Là, comment vous choisissez les morceaux? Comment vous savez que Bach sera adapté à Justin? Ou l'inverse? Alors, d'abord, il fallait choisir des concertos qui étaient adaptés aussi aux possibilités d'Acapo, parce que d'Acapo est un orchestre de chambre. Donc, il n'y a pas tous les registres de l'orchestre romantique, avec tous les instruments, trombone, tuba, donc on ne peut pas choisir des grands concertos romantiques. Donc ça nous limite à des concertos de chambre. Mais c'est aussi des concertos qui sont adaptés au niveau des élèves,
parce qu'on ne peut pas leur donner immédiatement le 3e concerto de Rachmaninoff à jouer. Ce serait vraiment beaucoup trop difficile et c'est dommage de mettre des pièces trop difficiles parce que ça ne permet pas aux élèves de s'épanouir et d'être aussi à l'aise après en prestation de concert. Justin, qu'est-ce qui te plaît dans la musique? Un peu de tout. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le résultat. C'est quand on voit qu'on a travaillé une année, ou en tout cas une grande partie de l'année, et puis qu'on voit qu'à la fin, tout marche, tout va très bien. Ça me plaît beaucoup. Justement, pour se préparer à ce concert, j'imagine qu'il y a une part peut-être d'improvisation. On ne sait jamais comment ça va se passer au moment du concert. Le fait de jouer avec un orchestre de la région, est-ce que c'est un peu plus stressant pour toi? Comme ce n'est pas vraiment ma première fois que j'ai joué dans un orchestre, ça me stresse un peu moins, mais ça reste une grande opportunité. Et Dacapo, c'est quand même un bel orchestre et je pense qu'on doit y prêter attention et se dire que ça génère un peu de stress. Mais oui, ça devrait aller normalement. Et dans la pièce de Bach que tu vas jouer, qu'est-ce que tu comptes susciter au fait en jouant ce morceau? Je sais pas. Je peux peut-être expliquer qu'en fait Justin joue le 3e mouvement d'un concerto de Bach. Donc il y aura 3 pianistes, donc ils se suivent les uns après les autres. Et l'idée, c'est aussi de montrer une forme de partage dans cette expérience. Parce que ce concerto, c'est plus joli de l'entendre en entier que d'avoir seulement un mouvement. Donc Justin le termine, puisqu'il joue le 3e mouvement. Donc il va y apporter aussi, je pense, un certain panache. Et qu'est-ce que ça apporte à l'inverse du côté de l'orchestre? Parce que voilà, ils ont une certaine expérience, le fait de s'associer à des jeunes, qu'est-ce que ça peut créer? Tu veux répondre? Ou tu préfères que je réponde? Je préfère vous répondre. Alors, mon avis, c'est que c'est un partage déjà aussi intergénérationnel, puisque l'orchestre d'Acapo est composé d'adultes et de personnes un peu plus âgées, qui ont une expérience de musique, de chambre et d'orchestre, mais amateur. Et ça donne vraiment cet enthousiasme, parce qu'ils voient arriver des jeunes qui sont un peu, pas sur les pattes arrière, mais qui ont un peu peur de cette expérience. Et ils font tout pour les mettre à l'aise, ils sont gentils, ils les applaudissent à la fin de chaque répétition. Puis après, ils viennent me parler, puis ils me disent oh, c'est tellement rafraîchissant pour nous d'avoir des jeunes qui s'investissent de cette façon-là, puis qui ont du temps pour travailler leur instrument, leur passion. Et je crois que ça crée en fait beaucoup de liens relationnels. Nathanaël, tu me confiais tout à l'heure que toi aussi, tu avais joué d'un instrument, lequel? La guitare. La guitare, et puis tu as abandonné finalement. Oui, j'arrivais plus, j'avais plus de temps pour ça, et puis ouais, c'est tout. Ouais. Marie-Hélène, je crois que ça c'est quelque chose qui arrive souvent, ou que les enfants sont souvent, voilà, ils ont beaucoup d'activités, finalement c'est difficile à choisir. Est-ce que vous auriez du coup un conseil à donner? Alors de ne pas avoir trop d'activités, ça c'est le premier conseil, parce que je crois que les enfants actuellement, ils ont aussi besoin d'avoir du temps pour eux. Indépendamment de faire de la musique ou un sport qui est vraiment important, mais avoir du temps, apprendre à s'ennuyer un peu aussi, pas toujours que des activités soient prévues pour occuper le temps de chaque enfant. Et puis lorsqu'on fait une activité comme un instrument de musique, il faut bien se rendre compte que si on ne travaille pas un minimum, on n'aura pas cette récompense merveilleuse de se dire je maîtrise un morceau et ça me fait progresser, ça me fait avancer. Justin, par exemple, combien d'heures par semaine est-ce que tu travailles de ton instrument? Le piano, j'en fais 1 heure par jour. Et parfois, il y a des exceptions, je fais un peu plus. Mais en général, 1 heure le travail pour le conservatoire. Et ensuite, je peux m'amuser à déchiffrer d'autres pièces qui ne sont pas dans mon programme de conservatoire, mais qui me plaisent tout de même. Donc c'est du travail suffisant, Marie-Hélène? La vie de la prof, oui, un peu plus sceptique. Non, pas du tout. Non, c'est du travail tout à fait suffisant pour ce qu'il doit préparer pour jouer samedi, dimanche et pour le travail qu'on lui demande actuellement. Alors maintenant, Justin est dans un cursus quand même d'élèves doués, donc c'est normal qu'il travaille 1 heure par jour. Tous les enfants n'arrivent pas à consacrer 1 heure par jour à leur instrument, donc on a aussi des élèves qui consacrent moins de temps mais qui sont très heureux de faire de la musique. Et ces jeunes talents du COV qui sont justement à découvrir et à entendre le samedi 16 novembre à Nyon et le dimanche 17 novembre. Non, le 16 novembre à Rolle et le 17 novembre à Nyon. Voilà, on y est. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite à vous. Merci beaucoup.
La Suisse et le monde s'exposent au château de Prangin. Politique et environnement sont les thématiques qui figurent dans la cuvée 2019 du Swiss Press Photo. Toujours les mêmes selon son fondateur, il nous en parle. Souvent, le photographe est soit esthétique, soit il a une bonne histoire. Celui qui a la bonne histoire et l'esthétisme, et il essaye de mettre les deux sur un, même s'il s'approche seulement, c'est ça. C'est lui le roi de la photo. Le gagnant, le principal, il a fait cette photo de la catastrophe chimique à Bâle. Et les gens prennent des selfies et ils consomment la catastrophe. Et ça, c'est très d'aujourd'hui. Même s'ils auraient pu être en danger, mais ils n'ont pas senti le danger, ils l'ont filmé le danger. On arrive dans l'ère où tout le monde a un appareil dans la poche parce qu'il y a les téléphones, tout le monde est photographe. Et comment un photographe peut encore se démarquer, c'est un challenge pour les photographes. Et justement, le Swiss Press Photo peut ajouter là quelque chose parce que nous, on cherche les auteurs. Celui qui raconte vraiment avec la photo une histoire. Les réfugiés et l'immigration, un énorme sujet. Toujours les catastrophes naturelles, inondations, des montagnes qui tombent en bas, des trucs comme ça. Ça, c'est les deux sujets depuis les 28 ans. Est-ce que du coup, ça a servi à faire bouger les causes politiques et l'actualité, ce Swiss Press Photo, selon vous? Justement, est-ce que la photo peut changer le monde? Moi, j'y croyais jamais. Mais la photo peut faire bouger un cerveau qui est un peu endormi. Ça peut provoquer une pensée en plus qu'on n'aurait peut-être pas pensé sans la photo. Et c'est ça, mais c'est vrai. Comme depuis toujours, les réfugiés viennent. Qu'est-ce qui a changé pour les réfugiés? Il y en a de plus en plus. Chaque année, il y a de plus de réfugiés au monde entier. Et les photographes ne peuvent rien faire. C'est plus fort. Le Swiss Press Photo à voir jusqu'au 23 février du côté du WordPress. Les images primées ont été sélectionnées parmi plus de 78 000 photographies prises par 4 738 photojournalistes et photographes documentaires. Autant dire que trouver les meilleurs, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Marie-Hélène Pellet, bonjour. Bonjour. Chercher justement ces photos et trouver les meilleurs, j'imagine que c'est un travail fastidieux donc. Oui, c'est fastidieux, mais je pense que ça doit être passionnant. Moi, je n'ai jamais été membre d'un jury, mais on a entendu Magdalena Herrera le jour du vernissage des 2 expositions donc, au château de Prangin, qui nous a expliqué ses processus de sélection. Alors, elle a été à la fois présidente du World Press Photo l'année d'avant. Elle nous a raconté que comme il y a tellement de photographies à sélectionner, à voir, simplement à visionner, donc ils ne les visionnent que sur l'écran, pas sur un papier. Ils maintiennent une température très fraîche dans les pièces où ils sont, les membres du jury, et ils sélectionnent, mais très, très rapidement. En fait, ça passe en boucle, et puis ils font des tas de photographies qu'ils éliminent dès le départ, et ils retiennent un grand nombre, puis après ils refont un repassage, si vous voulez, de cette sélection, je dirais, la 2e semaine. Mais c'est 15 jours intenses de visualisation, de réflexion, et puis tout d'un coup, des fois, il y a des doutes. Michael von Grafenried, qu'on a entendu tout à l'heure, le fondateur donc, du concours de Swiss Press Photo, mais qui s'est beaucoup... en fait inspiré du World Press Photo, puisque le World Press Photo est plus ancien, disait que lui, il a gagné, j'avais oublié d'ailleurs, une fois le prix World Press Photo, pas la photographie de l'année, mais un prix, et puis qu'en fait, il a été repêché par quelqu'un qu'il connaissait, mais pas du tout de connivence. En fait, simplement, cette personne s'est dit « Ah, mais cette photographie, elle me trotte dans la tête, est-ce qu'on pourrait la revoir ?» Et il a exigé du jury de la revoir, et là, tout le monde... Parce qu'après, il faut aussi qu'ils tombent d'accord. Et c'est ça la délicate aussi mission de ce jury, parce qu'ils sont d'horizons différents. C'est à la fois des directeurs de photographie dans des magazines, des photographes eux-mêmes. Enfin, il y a tout un panel et des gens de cultures très différentes. Donc, il faut avoir la même idée, peut-être, de la photographie de presse aussi. Et on voit justement ici quelques photos du côté du World Press Photo, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, qui est plus ancien. Est-ce que justement ces photos, elles peuvent faire changer le monde, comme nous expliquait le fondateur tout à l'heure? Alors,
moi, je serais un peu comme je partage l'avis de Michael von Grafenried. Changer le monde, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, prendre conscience, c'est ça le but du photojournalisme, c'est montrer le monde aux gens, c'est la passion des photographes de presse, et au moins qu'on y réfléchisse. Peut-être qu'on se dise quelle option on veut choisir. Est-ce que je prends part? Est-ce que j'essaie à ma petite mesure, en fait, de citoyen, de changer, voilà, d'être peut-être, je ne sais pas, de faire du bénévolat dans un centre de requérants, enfin, des actions concrètes à partir de cette prise de connaissance. Ça vous ouvre les yeux quand même sur la réalité mondiale, le presse photo, je dirais. Et je vais laisser la parole justement aux deux futurs journalistes. Amaya, on va commencer avec toi. Je crois que tu as une première question. Pourquoi vous choisissez ces photos-là pour les afficher dans le château de Prangin? En fait, donc, comme je disais, c'est pas nous, c'est un jury. Mais on se dit, c'est une très bonne question. Nous, on est donc le siège roman du Musée national suisse, mais c'est un musée sur l'histoire suisse. Mais si tu veux, une photographie d'aujourd'hui, ce sera une source pour l'historien de demain. C'est-à-dire que s'il étudie, je ne sais pas, en prenant le mouvement des Gilets jaunes en France, toutes les photographies, il y en a dans l'exposition Suisse Presse Photo qu'on a conservé de l'année 2018, on pourra se dire, on pourrait faire l'histoire de ce phénomène des Gilets jaunes, donc de ces gens qui ont réclamé de meilleures conditions sociales, à partir notamment de cette source de quelle image. Donc c'est important pour nous, musée d'histoire, de conserver, de promouvoir cette source historique que sont les photographies de presse. Je dis bien, on n'est pas du tout un musée comme le musée de l'Élysée qui, eux, ont des collections de photographies esthétiques. Émilie? Est-ce que vous faites que des photographies ou parfois des dessins? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, dans ces photographies de presse, moi, je me souviens d'une photographie assez touchante d'une petite fille qui avait vécu la guerre. Je ne me souviens plus le contexte précis. Et elle avait photographié, oui, je crois que c'est ça, dans un centre de réfugiés de requérants d'asile en Suisse. Elle avait fait un dessin sur la guerre, sur le traumatisme qu'elle avait vécu en tant qu'enfant. Je pense qu'elle devait avoir peut-être 6 ans. Et le photographe avait photographié son dessin, tu vois. C'est aussi un autre support d'expression qu'on peut aussi retrouver dans les photographies de presse. Mais les dessins, alors nous, ce sera dans des expositions d'histoire. On aura des estampes sur, par exemple, les voyages en Suisse au 18e, tu vois. Et une chose qui est importante d'ajouter à la photo de presse, c'est la légende. Alors, parfaitement, vous avez vraiment plus que raison. C'est vraiment ce va-et-vient entre le texte et l'image. Et c'est ce qui fait le plus, pour moi, enfin, je dirais de la photographie de presse, c'est que voilà, on a une légende qui donne un contexte et qui est très très importante parce que sinon on peut interpréter là on pourrait se dire c'est un groupe de personnes qui sont en train de flâner sur un rocher, se rafraîchir, et pas du tout. C'est des migrants qui traversent pendant des milliers de kilomètres des pays pour arriver à la frontière américaine. Parmi cette cuvée 2019, comment est-ce que vous la jugez finalement ? Alors je dirais que, comme l'a souligné aussi Michael von Grafenried, je pense que le problème des questions environnementales sont vraiment majeurs, et malheureusement on retrouve toujours les mêmes sujets des migrations humaines qui s'intensifient, qui perdurent aussi par rapport à la politique de Donald Trump, zéro tolérance par rapport à la migration. D'ailleurs c'est la photo gagnante du World Press Photo, c'est vraiment un sujet encore brûlant. Et puis je dirais l'avantage, je dirais la touche personnelle du World Press Photo, c'est qu'il y a aussi des projets au long terme, c'est-à-dire des photographes de presse qui ont les moyens de pouvoir faire un reportage. Et je pense au reportage sur le Venezuela. Vous savez tous et toutes que ce pays connaît une crise comme jamais. Et là, il y a un photographe, Alessandro Chegara, qui a pu photographier et rendre compte, faire l'historique de la déconfiture, si je puis dire, de ce pays depuis 2013, depuis la mort d'Hugo Chavez jusqu'au nouveau président. Et on voit, et cette photo très poignante de cet homme amaigri, même les gens qui sont donc à l'hospice, il n'y a plus de quoi nourrir la population, et cet homme, 2-3 jours après la photographie, va mourir. Donc c'est quand même des reportages, mais qui vous donnent encore un contexte historique de ce pays. En fait, on nous raconte le début, comment ça a commencé, alors que Suisse Presse, il n'y a pas de projet à long terme. Émilie, encore une question. Qu'est-ce qui fait une bonne photo ? Très bonne question, très pertinente. Je pense que c'est une belle photographie avec un contenu informatif fort. C'est ce que j'ai rien inventé. Le prix Pulitzer, tu sais, c'est un célèbre prix de photographie. C'est la référence pour tous les photographes de presse qui a été créé déjà au début du XXe siècle. Et là, c'est vraiment ça. On célèbre une photo qui est belle esthétiquement, comme je vous expliquais hors antenne, qui est bien cadrée, une belle composition, une belle lumière, mais qui nous renseigne sur une réalité du monde avec une légende qui la complète.
chouette. Et justement, c'est la question à laquelle a répondu l'une des membres du jury. Qu'est-ce qui fait une belle photo ? Il faut que la photo ait un impact tout d'abord, ensuite il faut qu'on y trouve un écho, là en l'occurrence ce sont des photos qui touchent à l'actualité et à des événements passés, donc qu'on y trouve un écho et aussi qui est une approche originale. La photographie de presse, c'est une photographie qui a un contexte. Il faut qu'elle soit contextualisée et la légende est une partie intégrante de la photographie de presse. Elle permet de ne pas interpréter de façon erronée le message de la photo. J'ai trouvé que le travail était de très grande qualité. Photographique. J'ai trouvé des tas d'histoires que j'avais jamais vues. Je me suis étonnée de ça, de toutes ces histoires qui sont finalement racontées en Suisse, pour les Suisses et pas pour le reste du monde. Et c'est dommage, j'ai trouvé. Le Suisse et le WordPress photo à voir au château de Prangin en résulte 2 livres que voici, mais aussi des visites guidées pour le Suisse Presse Photo à voir le 17 novembre, 8 décembre et 12 janvier et une journée spéciale photographie de presse le 26 janvier, Marie-Hélène. Oui, c'est ça. On essaie justement de mettre en dialogue et de faire rencontrer à notre public les photographes de presse. Et donc, 3 photographes primés, Laurent Giéron, Fabrice Coffrini et le 3e, j'ai un blanc, Nicolas Abreda, voilà, pourront parler de leur reportage primé. Et puis, le public peut poser des questions, en fait, interroger et voilà, se documenter sur ce qu'est le métier aussi de photographe de presse. Des visites guidées aussi avec Michael von Grafenried. Et on a un partenariat, il faut que je le souligne, quand même avec le magazine illustré qui est de Suisse romande, l'illustré justement. Et là, ils vont nous présenter comment est-ce qu'on choisit des bonnes photographies pour publier, imprimer un journal chaque semaine. Marie-Hélène Pellet, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci aux enfants d'avoir été avec nous dans le cadre de cette journée Oser tous les métiers, à Maya, Émilie et Nathanaël. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut.